Bienvenue sur le podcast À la santé du cancer. Un podcast sans tabou au sujet du cancer. Avec, comme vous avez peut-être pu l'entendre, 3 personnalités, 3 points de vue. Il y a tout d'abord Héloïse. Bonjour à tous, moi je suis l'ex-soignante Héloïse. J'ai longtemps accompagné des patients atteints de cancer et je suis désormais reconvertie dans le coaching et plus précisément le coaching spécialisé pour les soignants. Puis Betty. Bonjour à tous, donc moi je suis socio-esthéticienne et massothérapeute. Donc j'accompagne les personnes atteintes dans leur intégrité physique, psychique et ou sociale. Et donc je les aide à leur redonner une meilleure estime d'eux-mêmes. Et il y a moi, Swazik. Ancienne patiente, j'ai eu un lymphome de Hodgkin à 26 ans. Et aujourd'hui, je suis reconvertie en tant que coach spécialisée auprès des femmes en rémission d'un cancer. Les présentations sont faites, on vous souhaite un excellent épisode. Bonjour Héloïse et Betty. Hello. Hello. Comment allez-vous? Et écoute, très bien. Comme je vous ai dit avant de débuter le podcast, petite fierté personnelle, donc ça va plutôt bien de mon côté. Non, je dis moi ça va très bien aussi, mais je reviens encore enrhumée. J'ai l'impression que c'est le 3e épisode que je fais enrhumée, mais sinon ça va bien. On va plus le dire, ils vont croire que c'est ta voix habituelle. Et toi, Swazik, comment tu vas? Moi, ça va aussi. Je m'apprête à un petit séjour en Europe, alors ça va. Aujourd'hui, on se lance dans l'après-cancer. Et alors, je profite d'avoir la parole pour préciser qu'on ne parlera pas de tout en 45 minutes. On n'arrivera pas à tout aborder sur l'après-cancer, qui est un sujet très large. Donc, comme d'habitude, on y va avec ce qui nous vient, mais je préfère prévenir les personnes qui nous écoutent. Et je vous propose aussi qu'on définisse pour nous ce que c'est l'après-cancer, peut-être, pour commencer, si ça vous va. Carrément. Est-ce que tu veux te lancer, Swazik, justement, pour changer? Moi, en plus, c'est un peu mon sujet de, comment on dit, de prémonition, c'est ça? Prédilection. De prédilection. Prémonition, c'est chez les sœurs Halliwell, c'est dans le charme. C'est un peu chez nous, quoi, du coup. C'est un peu mon sujet de prédilection, donc j'essaierai de ne pas trop prendre non plus, de vous laisser la place, évidemment. Mais pour moi, en fait, l'après-cancer, c'est surtout après les traitements. Ça peut commencer à partir du moment où on apprend la rémission et qu'on peut encore avoir des traitements par après. Mais pour moi, c'est surtout après les traitements. Et par traitement, j'entends chimiothérapie, radiothérapie, les traitements les plus lourds, dans le sens où avec le cancer du sein, l'hormonothérapie peut continuer pendant plusieurs années. Puis pour autant, il y a quand même des choses qui se passent qui, pour moi, concernent l'après-cancer à ce moment-là. Et pour vous, alors? Moi, j'étais justement en train de me poser la question. De base, j'aurais dit ça aussi, après les traitements, une fois que la chimio et la radio sont faites, et puis que les médecins disent le mot rémission. Puis en même temps, je me dis, ouais, mais après cancer, ça peut être aussi, après, une fois qu'on a eu l'annonce, puis tout ce qui s'en déroule aussi derrière, les cancers aussi, peut-être je vais trop loin, tu vois, mais les cancers qui se guérissent pas, les chroniques, du coup, il y a aussi une évolution quand même, mais donc en fait, je me dis finalement, c'est peut-être plus large que je ne le pense, je ne sais pas. Effectivement, les cancers qui deviennent chroniques, effectivement, à quel endroit ils se positionnent par rapport à ça, c'est une bonne remarque. Très juste. Moi, l'après-cancer, je le vois un peu comme toi, Swazik, vraiment, à partir du moment où je le mettrais peut-être dès la sortie des soins de l'hôpital. C'est peut-être mon côté soignante qui revient. Où voilà, on dit que c'est OK, qu'un retour à domicile est OK, ou qu'il y aura plus de chimio forcément, même en hospice de jour. Donc je vois cette période où on est soit en latence, soit en rémission, en effet. Et j'avoue que c'est une partie où j'ai à la fois plein d'anecdotes et pas tant, parce que moi, la plupart du temps, en tant que soignante, je les voyais pendant. Et on les voit rarement après. Mais j'ai quand même des anecdotes que je vous partagerai, mais j'avoue que ça pouvait être frustrant en tant que soignante d'accompagner, puis hop, plus rien. Je veux bien croire. Je te rejoins, Héloïse. Et d'ailleurs, je leur dis, le peu qui reviennent, des fois, ils viennent juste faire des suivis, donc ils passent faire un coucou et je suis trop contente, quoi.
d'avoir de leurs nouvelles et tout, parce que c'est vrai que c'est frustrant, comme tu dis, de les avoir suivis pendant 1 voire 2 ans, puis tu sais pas ce qu'ils deviennent. Ouais, très Et frustrant. puis, ça veut dire que aussi, pour vous, finalement, vous êtes en permanence dans justement la période justement de traitement, on ne sait pas ce qui va se passer après, est-ce que je vais m'en sortir, etc. Alors après, justement, le mot rémission peut être prononcé avant que les traitements soient terminés. Donc à ce moment-là, il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent, mais effectivement, ça vous laisse quelque part dans la bulle de toute la partie médicale du cancer, quoi. Complètement. Après, on le comprend. Moi, j'entends complètement que les gens, après un cancer, ils aient plus envie de voir les blouses blanches et ils aient plus envie de retourner dans les services. Donc, il y a aucune critique dans ça, bien au contraire. Mais c'est vrai que c'est comme tu dis, on est là à une période très compliquée. On vit des choses avec ces personnes très fortes. On a une place vraiment dans leur parcours, autant Betty via la socio-esthétique ou les massages et moi en tant que soignante. Et après, il y a plus rien, donc tant mieux pour eux. C'est tout le meilleur que je souhaite à ces personnes. Et en même temps, un peu cette impression pour nous, des fois, je vais amener cette notion peut-être de, ouais, un point de reconnaissance. On se dit, ah, il y a de la fierté, on est profondément heureuse. Et puis après, il y a peut-être un syndrome du sauveur qui se cache derrière et on se dit, ah, j'aimerais qu'ils reviennent. J'aimerais peut-être aussi qu'ils me disent que j'ai été importante dans leur parcours. Mm. Et c'est un vrai partage intime hein, dont je vous fais part. Mais je pense qu'il y a un peu de ça, égoïstement presque. Bah ouais, ça fait partie effectivement du. Ouais, ouais, j'entends la partie reconnaissance, même si vous en avez pendant, mais la reconnaissance d'après, ouais, mais de toute façon, vous avez fait partie de l'équipe, hein, clairement. Les patientes ne le disent pas forcément dans ces termes-là, quoi. Mm. Non, On en c'est aussi, tu sais, savoir, est-ce qu'ils ont repris, tu sais, parce que souvent, alors ça en énerve, pardon, plus d'un où, bon, bah, vous êtes guéri, enfin, vous êtes en rémission, vous allez pouvoir revivre normalement. Donc déjà, bon, qu'est-ce que c'est vivre normalement déjà, premièrement? Et donc moi, c'est plus la curiosité, bah, est-ce qu'ils ont repris leur activité professionnelle? Est-ce qu'ils se sont réorientés? Est-ce que les cheveux, ils ont repoussé? Est-ce que du coup, ils les ont laissés naturels ou ils les ont colorés? Enfin, tu sais, ça passe vraiment partout, quoi, que ce soit physique ou psychologiquement. C'est vraiment de la curiosité de savoir comment ils ont cheminé, en fait, après ça, quoi. J'en connais quelques-unes qui reviennent, mais aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais pouvoir vraiment apporter dans le sens où je sais pas trop comment me positionner parce qu'il y a aussi de tout, quoi. Enfin, autant il y en a, elles vont super bien, justement, elles ont tout plaqué, elles ont changé complètement de voie professionnelle, elles sont super épanouies et ça les a transformées positivement. Et puis j'en vois aussi où ça va pas du tout, quoi. Mais alors pas du tout, c'est l'angoisse. Et cette fameuse peur de la récidive aussi. Je pense qu'on va en parler, mais j'ai beaucoup ça aussi. Ouais, mais comme quoi, effectivement, il n'y a pas. Il y a 1001 chemins possibles par après, quoi. Chacun son chemin finalement, et ça peut passer par diverses émotions et diverses possibilités. Mais si je vous demande, par exemple, justement, ce que ça évoque pour vous, l'après-cancer, vous diriez quoi? Alors là, je mets peut-être un peu de mon monde, mais moi, ça évoque le champ des possibles, un renouveau. Mais après, je suis pas dans la position de ceux qui ont été atteints de cancer. J'aime bien ton mot. Moi aussi, je Mhm. le verrais un peu comme ça, ouais, du renouveau. Enfin, mais comme toi, je n'ai pas eu le cancer, donc je ne sais pas. Mais je trouve ça, enfin, quand les personnes le vivent comme ça, je trouve ça beau. J'ai déjà vu aussi justement de séparer le mot rémission en mode rémission, repartir pour de. Ah, Je trouvais ça beau aussi, cette manière de. oui. J'avais Mais, jamais fait attention, ouais, c'est Mhm. cool ça, ouais. mais toi, du coup, qui l'as vécu, l'après-cancer, comment toi, tu l'as vécu? Là, pour le coup, je pense que on a besoin que tu nous partages ton histoire, en fait. Tout à l'heure, Betty, tu parlais justement de retourner à la vie normale. Moi, je l'ai pris comme ça. En fait, mon cancer, tout le long où ça a duré, c'est-à-dire à peu près 2 ans, je voyais le cancer comme une parenthèse. Mais parenthèse dans le sens où, pour moi, une parenthèse dans une phrase, tu peux la garder ou tu peux l'enlever, ça ne change pas le sens de la phrase. Donc, pour moi, que mon cancer soit là ou pas là, c'était une période de ma vie, mais ça ne changeait rien avant ou après.
c'est une erreur, clairement. Et ça, en fait, en plus, moi, je voulais revenir à Montréal absolument, etc. Donc, j'ai vraiment pris ça en mode, OK, je reprends mes projets là où je les avais laissés et je repars un peu comme si de rien n'était. Et ça m'est revenu en boomerang bien comme il faut après. Et du coup, par rapport à la période d'après-cancer, je serais curieuse si je vous dis que c'est une période qui est souvent considérée plus difficile que la période des traitements. Qu'est-ce que ça vous fait En vrai, je peux l'entendre. Franchement, je peux l'entendre parce que c'est une peur que j'ai beaucoup vue chez les patients qui s'en sortaient justement et qui disaient, mais on fait quoi après? Vraiment, ce truc de on fait quoi, on devient quoi? Je me souviens d'un patient, un monsieur qui m'a dit, en plus, c'était un monsieur, voilà, avec une vie peu chère, il avait perdu sa femme il y a peu de temps, ses enfants étaient loin. Et il m'appelait ma ptiote, parce qu'en même temps, je n'étais pas bien grande à l'époque, j'avais quoi, 22 ans. Et il me disait, mais je vais faire quoi sans ma petite piote? Qui sait que je vais embêter? Et c'est vrai qu'on est tellement dans le quotidien et du jour au lendemain, pouf, bah, il n'y a plus rien. Allez, démerdez-vous, tout va bien. Et c'est vrai que c'est une peur que j'ai souvent vue. Je m'y attendais pas et je l'ai découvert en étant soignante. Et je me suis dit, oula, oui, en effet, l'après est peut-être pas si simple, en fait. Bah, dernièrement, moi, j'ai une jeune patiente dans la trentaine où pendant les traitements, elle était vraiment plutôt bien, enfin de ce qu'elle voulait bien montrer, hein, mais ça allait plutôt bien. Et c'est maintenant que c'est fini, entre guillemets, que ça va pas du tout moralement, quoi. Euh, c'est euh, c'est comme si elle avait tenu pendant tous les traitements parce que de toute façon, il n'y a pas le choix, faut y aller, quoi. Et donc, on tient, on tient, on tient, et puis ça y est, c'est fini. Et c'est comme si là, le mental relâche complètement. Et là, il y a plus du tout aucune envie, aucune motivation. Et là, la dernière fois que je l'ai vue, elle faisait plus rien du tout. Elle répondait plus au téléphone. Enfin, c'était vraiment la grosse descente, quoi. Après, voilà, comme je vous dis, j'ai pas beaucoup de retours. Donc là, c'est un retour. Donc je sais pas s'il faut généraliser. Mais ce que j'entends beaucoup aussi, c'est l'agenda devient très très vide. Où c'est quasiment 2 à 3 rendez-vous médicaux par jour et à plus rien. Mais j'ai vu je voudrais pas vous dire de bêtises, peut-être que je les mettrai en montage, mais j'ai vu des chiffres assez impressionnants justement par rapport à ça, par rapport au fait de trouver l'après-cancer plus difficile que la période des traitements. Mais c'était autour de 70% Ah, c'est énorme. Ouais, ouais, vraiment. Ici la Soisic du montage pour vous donner les chiffres exacts de cette étude effectuée par la Ligue contre le cancer au sujet de l'après-cancer. 63% des personnes interrogées affirment que la période post-traitement est plus difficile que la période des traitements. 82% se disent mal préparés à l'après. 84% disent ressentir un profond bouleversement et 66% un sentiment d'abandon. Si c'est aussi votre ressenti, sachez que vous n'êtes vraiment pas seul. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez du tout. Et j'avais vu ça aussi, ouais, Soisic. J'avais vu aussi. Ouais. Et en fait, moi, j'en avais un peu entendu parler de l'après-cancer. J'avais essayé de me renseigner par moi-même un peu des témoignages, etc. Bon, ça m'a pas empêché de repartir dans mon truc. Mais je comprends ça parce que effectivement, il y a la question de l'agenda. Hein. Moi, je vous avais dit, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir donné mon corps, mon agenda, ma vie aux soignants. Et puis, en fait, c'est ça, on récupère tout ça. Et puis, je compare ça des fois à la retraite, en fait, où on a eu un agenda bien plein, bien pris par le travail, par les enfants, par les occupations diverses et variées. Et au final, à la retraite, on gère notre agenda par nous-mêmes. Et quelque part, le post-cancer, c'est un peu ça, parce qu'effectivement, toute notre vie, tout justement, notre agenda, notre temps a été fonction de ça. Tous nos traitements ont été fonction de ça. Et effectivement, ce vide, moi, je sais que le dernier, je ne savais pas encore à cette époque-là que c'était le dernier, mais j'espérais fortement que ce soit le dernier. Dernier traitement, j'ai été hospitalisée pendant 3 semaines. Puis, effectivement, j'ai vraiment eu peur. En fait, j'avais une part de moi qui était ravie, contente, évidemment, de retrouver mon chez-moi. Mais j'avais une peur de me retrouver seule, s'il se passe quelque chose, j'ai plus de médecin. Comment ça, je rentre chez moi alors qu'il y a 24 heures, j'avais encore 7 médicaments sur ma pieuvre. J'appelle ça ma pieuvre, le poteau avec ses roues et les médicaments qu'on accroche dessus. Et à perfusion.
Exactement, le pied à perfusion. Merci pour le terme un peu plus médical. Et ouais, c'est assez effrayant. Et pareil, le médecin qui te dit, bah, on se revoit dans 3 mois. Comment ça, on se revoit dans 3 mois? C'est-à-dire qu'on se voyait à toutes les semaines, au pire, toutes les 2 semaines. Et là, vous me laissez seule pendant 3 mois? Mais non, quoi? Comment? Et ça, je sais que c'est quelque chose qui revient souvent, cette peur justement Ouais, on passe vraiment d'un gros suivi médical à une petite prise de sang une fois de temps en temps, quoi. Et je sais que mon hématologue m'en a parlé et c'est souvent ce que leur disent ces patients quand elle leur dit on se revoit bah voilà, dans 3 mois, 6 semaines. Euh, et elle me dit, mais moi, je leur annonce une bonne nouvelle, en fait. Mais le contre-coup, et en fait, moi, ce que je dis souvent par rapport à l'après-cancer, c'est que, en fait, pendant la phase des traitements, c'est l'instinct de survie, quoi. C'est l'instinct de survie qui embarque, c'est lui qui dirige tout. Et on aura sûrement l'occasion d'en reparler aussi, mais souvent, on en parle de force et de courage. En fait, c'est pas tant de la force et du courage, c'est surtout de l'instinct de survie qui embarque à ce moment-là. Une fois que les traitements sont terminés, que, OK, ça y est, ta vie n'est plus en danger, ben, c'est là où tu percutes, tu intègres tout ce qui s'est passé avant, en fait. Et tu revois tout. Pareil que juste avant de mourir, on revoit toute notre vie passée, bah, je peux vous dire que au moment où on apprend que c'est terminé, on revoit tout le parcours au complet. Et en fait, c'est un deuil qui commence, quoi. Et justement, pour rebondir sur cette notion de deuil, je trouve ça très juste. C'est une impression que j'ai pu avoir, mais c'est que bah, au bout d'un moment, le cancer, il prend tellement de place bah, qu'il devient une partie de l'identité de la personne. Et du coup, bah, quand il s'en va, c'est génial, la question ne se pose pas. Du coup, il y a un bout de notre identité et de notre construction finalement qui s'en va aussi parce que au travers du cancer, en tout cas au travers des histoires que j'ai pu rencontrer dans mon parcours et de ce que les gens ont pu m'exprimer, il y avait vraiment cette notion de oui, bah, ce cancer, il m'a appris. Grâce à ce cancer, j'ai pu me recentrer sur l'essentiel. Enfin, il y a beaucoup de notions comme ça qui sont venues. Et du coup, je vous parle d'identité parce que c'est des choses que j'ai pu entendre de certains de mes patients ou de mes patientes qui disaient ça a tellement fait partie de moi depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais plus qui je suis en fait. Parce que bon, bah, j'ai eu un cancer, donc faut pas que je refasse les mêmes erreurs. Donc en fait, c'est un peu en mode, OK, il y a eu un reboot, quoi, comme ton ordi qui fait une mise à jour. Bon, un peu violent quand même, la mise à jour, on va pas se mentir. Et du coup, en mode, OK, je fais quoi là, les gars? Et c'est vraiment cette impression que j'ai eue. Et j'ai trouvé ça très touchant. Une fois, j'ai une maman qui a dit à son fils, donc c'était son fils qui avait le cancer, et la maman lui a dit, tu sais, des cancers, on peut en avoir plusieurs dans une vie. J'espère que celui-là suffira pour que tu comprennes l'importance de vivre sa vie et de ne pas la subir. Waouh! Bon, je sais pas toute l'histoire qu'il y avait dans cette famille, mais en tout cas, ça a fait mouche chez ce monsieur. Et c'est vrai que le soir, il nous en a parlé et tout. Et il nous le disait, il disait, moi, je suis quelqu'un qui a toujours subi, je me suis toujours laissé porter partout. Il fait, maintenant, je vais devenir acteur. Bon, comme quoi, il y a aussi du positif, mais bon, le pauvre, il lui a fallu un cancer pour comprendre. La leçon, des fois, elle est un peu complexe, quoi. Mmh. Mais ça, je trouve que, tu sais, là, on parle du cancer, mais je trouve que c'est le cas pour tellement de choses. Quand tu vois des témoignages de personnes qui ont eu un accident X ou Y et qui se retrouvent handicapées ou pas, mais justement, quelque part, des fois, ça me donne l'impression qu'il faut qu'on voit la mort en face pour se dire, tiens, et si je faisais les choses différemment? Donc, ouais, c'est une leçon un peu violente, mais en fait, moi, ce que je me dis aussi, c'est que après ça, on a le choix, en fait, justement. Est-ce que on se victimise, on se plaint en permanence et on se dit oh moi il m'est arrivé ça, c'est vraiment pas de chance, je comprends toujours pas pourquoi et pourquoi et pourquoi. Ou alors est-ce que justement tu te dis ok il m'est arrivé ça, qu'est-ce que ça m'a fait comprendre et qu'est-ce que j'ai envie de changer en fait parce qu'effectivement tu parlais d'identité et moi je parle souvent de chamboulement identitaire en fait parce que ça te remet toutes tes priorités en question vraiment tes priorités, tes valeurs, tes limites, tout est chamboulé justement. Et effectivement, en fait, quand je disais tout à l'heure, c'est pas du tout une parenthèse, parce que derrière, tu peux pas faire comme si de rien n'était, c'est pas possible. Et si je peux me permettre,
je conseille pas de faire comme si de rien n'était. Maintenant, chacun le gère comme il veut, mais gros changement identitaire. Et c'est ça qui est compliqué dans l'après, en fait. Et c'est d'autant plus compliqué que, justement, l'entourage a envie de passer à autre chose, a envie de tourner la page et a envie de retourner à une vie normale, ce qui peut complètement s'entendre. Et en même temps, du coup, il y a un décalage quoi, entre la personne qui était malade et son entourage qui est en mode « Ok, c'est bon, de toute façon, là maintenant, tu n'as plus de traitement, tu n'as plus de risque pour ta vie, ok, avance quoi. Justement, retourne au travail, sois plus fatigué et n'aie plus de conséquences. » Alors que c'est pareil, hein, tout ce qui est conséquences physiques et psychiques, c'est présent pendant un moment. Quoi. Toi, c'est ça que tu as vécu avec ton entourage? C'est ça que tu as ressenti? Ouais. Ouais. Et si jamais mon entourage m'écoute, ce n'est pas un reproche, c'est un fait. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec une amie qui a eu un tout autre problème où malheureusement toute sa ferme a brûlé, une ferme qu'elle avait ouverte 2 ans avant, même pas, moins de 2 ans avant. Et justement, on en parlait ensemble et elle me disait en fait sur le moment, c'est justement ce fameux instinct de survie. Tu gères les assurances, tu gères la sécurité de ta famille et des animaux qui restent, etc., etc. Et elle me dit, en fait, je comprends mieux l'après que toi, tu as vécu. Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là, justement, encore une fois, que tu réalises tout ce qui s'est passé et que tu prends le temps justement de poser les choses et encore une fois, de faire le deuil, en fait. Du coup, je pense que c'est assez difficile à comprendre tant qu'on n'a pas vécu quelque chose d'assez similaire, en fait. Et là, tu penses que tu as fait le deuil de cet après-cancer? Tu penses que tu es OK ou il y a des traces indélébiles? Ma question, elle paraît peut-être bête, mais... Non, non, du tout. Je pense qu'il y a des traces. Est-ce qu'elles sont indélébiles? Je ne saurais pas dire. Après, pareil, j'ai vu une métaphore que j'ai trouvée très belle sur le deuil. Alors, pareil, encore une fois, le deuil, on va pouvoir aussi parler de ce sujet-là. Parce que pour moi, le deuil, c'est pas seulement le deuil d'une personne, quoi. Ça peut être justement dans ce cadre-là, ça peut être le deuil de la personne qu'on était, ça peut être le deuil de la maladie, parce que comme tu dis, elle a fait partie de notre vie, de nous pendant un certain temps. La métaphore, du coup, par rapport au deuil, en fait, je voyais, c'est comme une tache noire au milieu d'un papier. Donc ça, c'est le deuil et c'est pour ça qu'il est si difficile à vivre, c'est qu'il est tout seul sur son papier et il y a que ça, quoi, il prend toute la place. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit le temps fait passer les choses, c'est vrai et pas vrai là, mais donc c'était de la peinture et elle continuait à faire des cercles autour de couleurs différentes, justement, qui représentent en fait tout ce que tu vis après ça, quoi. Parce que justement, tu restes pas... le deuil, c'est pas nécessairement de rester... en fœtus dans son lit à pleurer, quoi. Tu continues à vivre derrière, il continue à se passer des choses, et donc du coup, il y a des choses belles qui peuvent se passer, et qui se rajoutent, et qui se rajoutent, et qui se rajoutent, et qui fait qu'au final, proportionnellement, cette tache noire, elle prend comme moins de place par rapport à tout ce que tu as vécu de chouette après, de chouette ou de pas chouette d'ailleurs, mais en tout cas, tout ce que tu as vécu après. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup parlé, cette image-là, parce que ça reste là, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Donc, c'est présent, c'est là. C'est pas quelque chose qui s'effacera complètement. Mais proportionnellement, ça prend moins de place que tout ce qui s'est passé derrière. Et puis, moi, ce qui me permet d'en faire le deuil aujourd'hui, c'est justement d'en faire quelque chose de positif, autant pour moi personnellement, et que justement à travers mon projet de coaching, quoi. J'aime beaucoup ta métaphore, elle est très belle. Et je trouve ça très parlant, ouais. Moi, je pense que je vais te poser beaucoup de questions aujourd'hui, mais je voulais rebondir là depuis tout à l'heure où on parlait de l'agenda qui est vide, tout ça, tout ça. Est-ce que c'est pas aussi en fait, le fait qu'il y ait beaucoup de rendez-vous médicaux, tu te sens quand même entre guillemets en sécurité parce que tu peux te faire checker régulièrement d'une apparition quelconque, d'un état physiologique quelconque, et que du jour au lendemain ton agenda est vide. Est-ce que tu penses, après t'as pas la réponse pour tout le monde, mais est-ce que toi par exemple t'as pas une petite hypocondrie qui s'est installée après ça, quoi? La sécurité, oui, carrément. En fait, c'est que justement, comme tu donnes ta vie à l'équipe soignante, en tout cas, moi, je leur ai fait confiance tout de suite.
Je me sentais, j'avais des symptômes qui s'accumulaient et je me sentais tellement mal que pour moi, c'était un soulagement d'être hospitalisée et qu'on me prenne en charge et de me dire, s'il arrive quoi que ce soit, je suis au bon endroit. Et il y a des personnes qui vont s'en occuper tout de suite. Et effectivement, le fait d'avoir cet accompagnement-là tout au long, même tu vois, j'avais une feuille avec des explications de si j'ai de la fièvre, par exemple, si j'ai telle ou telle chose qui arrive, par exemple, typiquement la fièvre, de mémoire, il fallait que je prenne un médicament, non, que j'attende 1 heure, que je reprenne ma température et que si c'était toujours trop élevé, que je prenne un médicament et pareil que j'attende et un Doliprane, quelque chose, bref. Et au bout d'un moment, il fallait que j'appelle, quoi. Et donc, j'avais toute la démarche à suivre quelque part et c'était à eux, quelque part aussi, de prendre la décision. Pareil, tu vois, pour les prises de sang, je savais qu'il y avait une infirmière qui checkait. Bon, alors moi, c'était ma manière de garder le pouvoir sur tout ça, c'est que j'avais appris à lire ma prise de sang et que si je voyais quelque chose, c'est arrivé que je l'appelle avant qu'elle ait le temps de m'appeler. Mais tu vois, il y avait des fois où genre le week-end arrivait, je savais que là, ça serait... T'apprends comment fonctionne le milieu médical et du coup, tu te dis, là, si j'appelle pas maintenant, ça va être un peu compliqué, ça va les mettre dans la galère, bon, on va faciliter les choses, on va l'appeler. Et donc, effectivement, de plus avoir tout ça, en fait, encore une fois, tu reprends le bagage, tu vois, et c'est à toi de voir est-ce que là, ce symptôme-là, il est normal ou pas? Est-ce que je dois en faire quelque chose? Est-ce que je dois m'inquiéter? Et en même temps, tu veux pas t'inquiéter au moindre truc. Donc, c'est là où effectivement l'inquiétude vient aussi de maintenant, c'est de ta responsabilité à toi de décider qu'est-ce que tu fais avec ça. Donc ça, c'est compliqué. Et après, je sais pas si je pense pas être devenue hypocondriaque, mais la peur de la rechute, c'est vraiment quelque chose. Et pareil, au fur et à mesure, en fait, à chaque prise de sang qui est bonne, à chaque examen qui est bon, déjà, c'est une victoire. Puis du coup, tu t'apaises un petit peu sur ça. Moi, sur les 5 ans, à peu près tous les 1 an et demi, j'avais un gros flip. J'arrivais auprès de mon hématologue en mode j'ai trop peur. Et puis elle faisait les examens, puis ça me rassurait, puis j'étais repartie. Mais c'était au moment. Pendant le temps, tu arrivais quand même à vivre sans avoir tout le temps cette espèce d'épée de Damoclès, par exemple? C'était vraiment au moment que tu la voyais où là, tu commençais un peu à flipper parce que c'était le moment, entre guillemets, verdict. Non, il y a eu des moments où je sais qu'à un moment, j'étais enrhumée et je suis allée voir un médecin. En plus, au Québec, c'est pas forcément évident, c'est pas le médecin que je connais, etc. Et en fait, ça a duré 5 semaines. Et du coup, au bout de 5 semaines où je voyais que ça s'améliorait pas, je suis retournée la voir, vraiment en mode panique. Genre, si ça dure aussi longtemps, c'est peut-être le cancer qui est revenu, quoi. Finalement, tu apprends aussi. Et moi, j'ai appris, par exemple, que maintenant, quand je tombe malade, ça dure bien plus longtemps que la normale. Bon, voilà, du coup, tu apprends comme ça. Mais l'épée de Damoclès, moi, je savais qu'elle était là. Et il y avait des moments où ça m'inquiétait, et des moments où tu apprends, pareil, à lâcher prise, en fait, quoi. C'est que tu peux pas... Et s'il y en a qui nous écoutent et où c'est vraiment quelque chose de très handicapant au quotidien, je les invite à aller se faire aider, quoi. Se faire accompagner parce que tu peux pas vivre pendant des années avec la peur de l'épée de Damoclès au quotidien, quoi. Et en même temps, ça fait partie du parcours, quoi. Je serais vraiment étonnée que quelqu'un qui me dise non, moi, j'ai jamais eu peur de la rechute. Ouais. Mais c'est ça, je trouve, moi aussi, c'est que non seulement au niveau médical, merci, au revoir, tu récupères tes bagages, comme tu dis, mais je trouve aussi au niveau des ressources, des soins de support, comme on appelle ça, où tu en as beaucoup pendant. Et je pense que ça pourrait être aussi hyper pertinent d'en avoir aussi pour après, pour justement apprendre à lâcher prise, à quand même à continuer, entre guillemets, à vivre sans avoir tout le temps cette peur. Peut-être des groupes aussi pour échanger sur la peur de cette rechute. Je ne sais pas si en France, il y a ça. Est-ce que tu sais, toi, Héloïse? Je pense que ça existe, bien sûr, mais en tout cas, j'en ai pas la connaissance. Ici la Soisic du montage pour vous donner les quelques associations que je connais qui proposent des accompagnements spécifiquement post-cancer. En France, pour les adolescents et jeunes adultes, il y a l'association On est là et l'association Cheer Up qui se sont associés pour créer l'accompagnement Rebond. L'association Renaître est spécialisée dans l'après-cancer pour les adolescents et jeunes adultes et propose des journées et week-ends en groupe. Concernant la reprise du travail, l'association Cancer at Work propose des ateliers et conférences. Et l'association Lagnac propose des accompagnements individuels ou en groupe.
Pour les accompagnements au Québec, la Fondation Virage, au CHUM, propose un groupe de psychothérapie sur la peur de la récidive. Et la Société canadienne du cancer offre une communauté en ligne et des camps pour les 7 à 16 ans. Enfin, à Québec, l'Organisation québécoise des personnes atteintes de cancer propose un programme de réadaptation intitulé Cancer Transition, de 7 séances en groupe accompagnées de divers professionnels. D'autres associations proposent des activités qui peuvent aider autant pendant qu'après les traitements, mais on aura l'occasion d'en reparler. Vous retrouverez toutes les informations en description et n'hésitez pas à vous informer auprès de l'assistante sociale ou de la travailleuse sociale de votre service qui pourra vous rediriger selon vos besoins. Après, pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit, sur ce côté après, et je rebondis même peut-être au début, Swazik, où tu disais, je pensais que ça allait être une parenthèse et que j'allais reprendre ma vie normale et pas du tout. Justement, ma question, c'est un peu ça, pour l'avoir entendu de part des patients. Nous, on avait une chimio, par exemple, bon, elle marchait, il n'y avait pas de souci, mais après, les cheveux étaient complètement modifiés. Mm. Ils devenaient blancs et frisés, voire même crépus. Et alors moi, perso, je suis un peu fan des afros, hein, je trouve ça génial. Mais sur, par exemple, une femme qui a les cheveux lisses et qui n'avait pas cette image-là d'elle, ça peut perturber. Beaucoup qui me parlaient qu'après les chimios, ils avaient le goût modifié. C'est con, c'est des détails, mais est-ce que ça, justement, ça ajoute pas une espèce de charge mentale, cette espèce de modification, comme tu dis, ben maintenant, quand tu es malade, tu es quand même malade un peu plus longtemps, cette asthénie, c'est-à-dire cette fatigue, les ongles. Souvent, les chimios, ça attaque les ongles, donc les personnes, et toi, tu le dois vachement le voir, Betty, dans tes Oh soins. oui. Oh Voilà, et oui. il y a des séquelles, même après cancer. Et justement, tout ça, est-ce qu'on... Moi, en tout cas, je sais que dans mon service, personnellement, je faisais de la prévention sur tout ça. Mais est-ce que c'est le cas, Swazik? Est-ce que toi, on t'avait prévenu et comment tu as vécu cet après, quoi? Moi, on m'a prévenu des conséquences pendant, effectivement, pour les ongles, par exemple. Betty t'en parlera mieux que moi. Voilà, il y a un vernis qui est prévu pour. Au niveau de la bouche aussi, tu peux avoir des produits pour t'aider, etc. Il faut savoir que ça peut avoir des conséquences sur les yeux, sur les dents, sur plein de choses. Et ça, je l'ai appris au fur et à mesure, en fait, justement. Parce que j'ai vu un dentiste après et qui m'a dit non, c'est bon, vraiment, tes dents n'ont pas souffert, n'ont pas eu de conséquences. J'étais parce que ça aurait pu. D'accord, ok, très bien. Pareil, ça, je pense peut-être qu'on m'avait demandé de le faire, mais je suis allée voir un ophtalmo, puis pareil, qui m'a dit non, c'est parfait, il n'y a pas eu de conséquences. Tu découvres ça un peu au fur et à mesure. Par contre, les conséquences d'après, j'ai l'impression qu'on en parle un peu plus, mais peut-être parce que je m'y intéresse, mais tout ce qui est ce qu'on appelle le chimio-brain, ou le chimio-brain, je ne sais jamais comment on le dit, le fait d'avoir au niveau cognitif, le fait de ne pas avoir de mémoire pendant quelques temps derrière, voire même plus. Moi, j'ai l'impression que ma mémoire, peut-être qu'il faudrait que je la travaille davantage, mais des années après, j'ai l'impression qu'elle en a encore souffert. Effectivement, tout ce qui est fatigue, tout ce qui est douleur physique, la ménopause, on n'en parle pas, mais la ménopause est une conséquence possible aussi, est une conséquence après le cancer du sein, pendant l'hormonothérapie, mais ça peut être une cause suite à des chimios importantes. Tout ça, non, en fait, j'ai l'impression de les avoir appris sur le terrain, quoi, enfin, de les avoir appris au fur et à mesure. Et c'est là où je trouve que ça rajoute au fait que l'après-cancer est difficile, c'est qu'on a l'impression d'être seul, en fait. On a l'impression d'être seul à se dire, mais moi, je vais encore pas bien 6 mois après, je suis encore super fatiguée. C'est pas normal. Bah, si, c'est normal. Il y a des choses à faire par rapport à ça, l'activité physique adaptée, etc. Il y a des choses qui sont possibles. Mais Betty, tu voulais dire quelque Non, chose? je me demandais, est-ce que toi, tu aurais aimé tout savoir? Parce que je me pose beaucoup la question à ma petite échelle au niveau prévention. Je me dis toujours, est-ce que trop en dire, ça va pas les inquiéter? Puis des fois, ça fait un peu effet placebo, tu vois aussi. Et donc des fois, quand tu le sais pas, bah tu te dis pas, oh, je vais avoir ça. Puis bah forcément, tu vas l'avoir si tu te dis trop que tu vas l'avoir. Et en même temps, je me dis, je trouve ça bien aussi de pouvoir anticiper. Et donc plus tu vas être dans la prévention, mieux ça va être. Et donc du coup, je suis toujours entre deux à pas trop. Enfin, est-ce que je dis tout? Est-ce que j'en dis un peu, mais pas trop? Tu vois, enfin, est-ce que toi, tu aurais aimé tout savoir? Je sais pas si c'est possible de tout savoir déjà, mais sachant qu'encore une fois, c'est chacun son cheminement. Donc là, tout ce que je viens de dire, c'est peut-être que tout le monde ne le vivra pas et tout le monde ne vivra pas toutes ces choses-là non plus.
Absolument, mais par exemple, toi, tu parles des yeux, tu savais pas qu'il y aurait pu avoir des conséquences sur tes yeux, sur tes dents. Est-ce que ça, tu aurais aimé le savoir à l'avance ou... Non, à l'avance, pas forcément. À l'avance, pas forcément. Par contre, ce que j'aurais aimé avoir, c'est plus d'accompagnement à l'approche de la fin et une fois terminé, quoi. Encore une fois, de pas avoir ce truc-là un peu d'abandon de l'équipe. Et en même temps, je le dis comme ça parce que ça peut être ressenti comme ça, mais en même temps, tu comprends que ben eux, ils ont fait leur part, tu vois, quelque part. Je pense que j'aurais aimé avoir ouais, davantage d'accompagnement après pour me sentir moins seule dans tout ça et peut-être pour avoir davantage de réflexion, justement, tu vois, de moins, moi, en l'occurrence, j'ai vraiment pris le truc de je fonce, je retourne dans ma vie d'avant. Alors après, justement, est-ce que je pense que oui, je me serais quand même intéressée à savoir qu'est-ce qu'ils auraient pu et d'échanger avec d'autres personnes, mais parce que tu vois, pendant, c'est vraiment pas rare aussi qu'on ait envie d'échanger avec des personnes qui vivent la même chose parce que justement l'entourage est évidemment présent et on peut leur dire des choses, mais il y a des choses qu'ils ne comprennent pas et c'est tout à fait normal aussi. Et donc ces personnes-là avec qui on échange, ben, je crois que c'est justement un peu pour se sentir moins seul et se sentir un peu plus compris. Et ce truc-là, ça peut rester dans l'après aussi, quoi. Et justement, de pas s'inquiéter parce que ta mémoire, elle est un peu fragile, quoi. Ou parce que tu es encore super fatigué 6 mois après. Hmm. De pas se sentir seul dans ces ressentis-là et d'avoir aussi des conseils, quoi, par rapport à ça, en fait. Et au-delà de ça, la question va peut-être paraître un peu folle, mais mine de, je pense qu'elle a son intérêt. Attention, question choc. Quel avantage as-tu eu à avoir ce cancer? Qu'est-ce que tu tires de positif de ce cancer? Question choc, mais ça dépend pour qui. Pour toi, je sais que c'est OK, mais bon, c'est un peu pour prévenir aussi les gens qui nous écoutent. Je vais essayer de résumer pour pas. Parce que moi, on se lance là, mais je pourrais parler des heures, hein, attention. Moi, justement, en fait, aujourd'hui, je le prends comme une alerte de mon corps en mode fais gaffe, t'es pas aligné, tu te respectes pas, tu respectes pas tes valeurs, tes limites, etc. Et tes priorités. Hein. C'est une remise en question. Si on parlait de chamboulement identitaire tout à l'heure avec les priorités, c'est vraiment ça. Est-ce que je dis un grand merci à mon cancer? Je ne sais pas. Parce qu'encore une fois, c'est une leçon un petit peu difficile. Et en même temps, bah, sans ça, je serais allée droit dans le mur, quoi. Pour moi, justement, bah, vous le disiez au début, le renouveau, la possibilité de renouveau, moi, aujourd'hui, je le prends comme ça. C'est là où, attention, j'aime nuancer quand même cette partie-là. C'est pas arrivé du jour au lendemain et pour personne, ça n'arrive du jour au lendemain. Et c'est là où je pense que c'est important, justement, de parler de l'après parce que j'ai vu tellement de témoignages pour le cancer ou pour d'autres accidents de la vie en mode aujourd'hui, je vois plus la vie du tout pareil. Aujourd'hui, je vis ma vie à 100%, etc. Bah, pour moi, c'était pas le cas. Et je culpabilisais vachement, quoi, de me dire, putain, pourquoi toi, tu es encore pas bien et pourquoi tu te remets encore plein en question, etc. Bah, parce que ça passe par là, en fait. C'est tout un cheminement. Encore une fois, c'est la question du deuil et de la transition, quoi. C'est tout un cheminement pour en arriver à, ouais, ce cancer, il m'a servi à quelque chose aujourd'hui. Ouais, c'est fort quand même ce que tu amènes et c'est fort. J'ai du coup, une anecdote qui me vient de parce que c'est quand même arrivé que certains patients reviennent et donc bon, beaucoup disaient que ça avait changé leur vie et que ça leur avait permis de réaliser beaucoup de choses. Mais j'ai eu justement une fois une dame, qui était repassée 1 an après et j'avoue que je m'en souvenais même pas de cette dame. C'est affreux, mais bon, on voit tellement de monde que voilà. Et c'était une dame sûrement qui devait pas être trop sur mon secteur, donc son nom me parlait, mais voilà, elle était revenue et justement, elle venait un peu dire ce que tu as amené parfois. Elle disait, «Je suis d'accord que ça a changé ma vie, mais pas forcément dans le bon, parce Mhm. que voilà, j'ai eu mon cancer à 60 ans, j'ai réalisé à quel point toute ma vie, j'étais passée à côté de plein de choses et maintenant j'ai 60 ans et il y a plein de choses que je peux plus faire et j'ai cette fatigue que j'avais pas avant.
j'ai cette mélancolie que j'avais pas avant. Et franchement, elle nous a fait mal au cœur parce que on sentait sa peine. Et du coup, je lui ai dit, mais pourquoi vous êtes revenu ici? Elle fait, bah, parce que finalement, j'en ai eu des crises de fou rire ici, j'ai eu des beaux moments. Et elle dit, l'intensité de ce que j'ai vécu ici dans ce service, je la revis plus dans ma vie de tous les jours. Mmh. Ça m'a oh! Tu sais, ça m'a soufflé Mmh. et je me suis dit: «Waouh» et ça m'a vachement remise en question même dans au-delà de soignante quoi, juste en tant que femme, qu'être humain. Je me suis dit: «Waouh, c'est chaud». Après elle disait: «Je suis pas malheureuse, mais c'est pas pour autant que j'ai eu» alors c'était sa phrase: «J'ai pas eu l'illumination quoi. Ouais, j'ai eu Mmh. un cancer, ouais OK». Elle fait: «Mais c'est pas pour autant que, je me suis décidée à faire du bénévolat et aller sauver le monde que» elle dit: «Non en fait». Elle dit: «Tout a changé, en même temps pas grand-chose». Je sais pas si je suis claire, mais c'est vrai que ça m'a titillée et je pense que c'est pas la seule à avoir cette vision aussi, quoi. Et on est complètement OK sur le fait qu'il y en a qui auront cette vision de, «Ce cancer m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui, ça a changé et je suis une nouvelle personne». D'autres comme toi où ça a été un peu douloureux et qui maintenant arrivent à en faire quelque chose de positif, mais ça a pas été sans mal. Et d'autres qui au contraire, ben non, quoi. Mmh mh. Ah oui, oui, non, mais c'est tout est possible. Après, je pense qu'il y a aussi une question de personnalité, quoi. Encore une fois, c'est des choix à faire de qu'est-ce que tu fais de ça? À voir sur le long terme, justement. Qu'est-ce qu'elle fait, par exemple, de réaliser qu'il y a des choses qu'elle aurait fait différemment si ça serait à refaire? En même temps, à 60 ans, moi, je trouve ça encore jeune, tu vois? Ah ouais, moi aussi, moi je ce qu'on mais bon. Mais j'avais vu pendant une exposition que j'étais allée voir pendant que j'étais malade, j'avais vu un témoignage et cette phrase me reste tellement en tête parce que je la trouve extrêmement parlante. C'est une femme qui disait: «Je sors de là à la fois plus forte et plus fragile». Mmh. Et je trouve que enfin, pour moi, ça résume tellement bien parce que si on prend le temps de l'introspection, si on prend le temps justement du deuil, de la transition, etc., ça peut apporter beaucoup de choses parce que justement, il y a des forces, des ressources qui ressortent dans ce temps-là qu'on ne connaissait pas en fait jusqu'à présent, qui, Clairement. qui, qui ressortent et qu'on s'en rend compte grâce à ça en fait. Mais en même temps, bah, effectivement, il y a le côté épée Damoclès, il y a aussi le côté de hey, en fait, je peux mourir à tout instant. Génial! Comment sortir de son innocence complètement. Et ouais, je trouve que cette phrase est hyper parlante. Mais c'est vrai ce que tu dis, elles le disent, beaucoup le disent et moi je le vois aussi. Je trouve qu'il y a une énorme résilience qui s'installe, et il y en a plein qui me disent, «Oh, je pensais pas en avoir autant quoi, en moi, Mmh. de Mmh. cette résilience». Et moi, c'est vraiment ce que je vois aussi, ça me saute aux yeux, sur, beaucoup de patientes. Quelle résilience! Mmh. Clairement, moi je trouve que c'est une question de personnalité, de comme tu dis, Swazik quoi. Qu'est-ce que tu en fais, tu vois? C'est un choix en fait, si tu veux travailler sur toi ou pas en fait. Puis tu en as, si tu leur dis, que ça peut faire écho par rapport à des choses de leur, vie, de leur, ils vont te regarder en mode, enfin: «What the fuck quoi? Qu'est-ce que tu me Mmh. racontes?» Ouais, ouais, ouais. Mais oui, mais comme quoi justement tout est possible en fait. Et effectivement, il y en a qui te diront non, moi, ça a juste gâché ma vie, quoi. Point. Mmh. Mmh. Puis une comparaison qui me vient, c'est la période du Covid. C'est justement, il y en a pour qui ça a été révélateur de plein de choses. Et en même temps, il y en a qui encore aujourd'hui, alors qu'on s'en sort, voilà, on a retrouvé une vie justement un peu plus normale, si je puis dire, et qui aujourd'hui encore sont en mode, mais moi, ça m'a gâché la vie, quoi. Et je crois que quel que soit l'événement de vie, bah, c'est ça, tu as toujours le choix. Et je dis pas que c'est un choix facile. Je dis pas que non plus que c'est toujours un choix conscient d'ailleurs. Mais ça reste un choix en fait de qu'est-ce que tu en fais derrière. Complètement. Et du coup, chacune dans nos positions, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ou est-ce qu'on a quelque chose à proposer justement pour cet après-cancer, pour prévenir peut-être de tout ce que tu racontes? Toi, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Moi, je vais réfléchir parce que je suis en train de m'auto, m'auto-poser une question complexe. Et toi, Betty aussi, du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire
travers de ta profession? Moi, je dirais que vous n'êtes pas seul et restez pas seul. S'entourer de professionnels et ou de personnes qui sont passées par là et que chacun son cheminement et chacun son rythme dans ce cheminement-là aussi. Tu as très vite évoqué, Betty, la reprise du travail, c'est vraiment un enjeu aussi, ça, parce que on est dans une société qui est, si tu travailles pas, quelle que soit la raison, t'es pas forcément très très bien vu. Donc c'est un enjeu effectivement après la maladie, sauf que par contre, le côté santé mentale, le côté chamboulement de tout ça, le côté prendre le temps de soi, la convalescence. J'ai entendu ce terme-là l'autre jour par rapport au cancer, justement, et je me disais, mais c'est tellement ça, la convalescence. Et ça prend du temps, en fait, la convalescence. Quand on a eu un problème physique, la réadaptation, la convalescence, ça prend du temps. Pour moi, c'est pareil après le cancer, en fait. Prenez le temps qu'il vous faut, et c'est pas toujours facile parce qu'il y a des questions financières, mais autant que possible, prenez le temps qu'il vous faut, quoi. Ouais, c'est ça. Puis après, bon, c'est facile pour moi parce que je ne l'ai pas vécu, mais vraiment, continuer dans cette démarche à se prioriser, quoi. Pas juste faire là, parce que souvent, en fait, ce que j'entends aussi, c'est qu'elles prennent soin d'elles pendant les traitements parce que y a pas mal de ressources qui sont proposées. Elles ne travaillent pas, donc elles ont plus de temps. Et donc, du coup, il y en a là que je vois qui n'ont jamais fait de soin visage avant de toute leur vie, par exemple. Ça peut paraître bête, mais et donc, c'est pas parce que le cancer est parti qu'il faut arrêter tout ça parce que je pense que ça peut vraiment contribuer à se sentir bien et psychologiquement aussi, quoi, à avancer tranquillement. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, par rapport à cette peur de récidive, ne pas hésiter à se faire accompagner, quoi, parce que vivre dans la peur comme ça, c'est juste pas possible, quoi. Et je rebondis d'ailleurs sur ce que tu dis, Betty, se réapproprier son corps Mhm. autrement que comme objet médical aussi. Pendant Tout à des fait. mois, ça aussi, hein, pendant des mois, tu donnes ton corps au milieu médical en mode allez-y, mettez-lui les traitements qu'il faut pour qu'il survive. Et quand ça s'arrête, c'est un des enjeux justement. Après, selon ce qu'on a eu aussi, en plus, hein, avec cicatrices, etc., modification du corps potentiel. Mais même en soi, même sans toutes ces cicatrices-là, etc., juste se réapproprier son corps comme son corps et pas comme un objet médical pour les soignants, c'est aussi un enjeu. Et complètement. Puis tu vois, encore hier, j'ai fait un atelier maquillage. Et donc, il faut qu'elles apprennent à se maquiller, notamment pour pallier si elles ont plus de sourcils ou de cils. Mais même aussi, c'est une envie. La plupart ne se sont jamais vraiment maquillées, n'ont jamais su vraiment qu'est-ce qui leur allait. Et là, c'est vraiment, tu sens, en tout cas dans le groupe que j'avais hier, le but, c'est de continuer après, tu vois. Mm. Donc ça, je trouve ça chouette parce que finalement, la maladie leur a appris, entre guillemets, aussi à faire des choses qu'elle ne faisait pas avant et à se sentir jolie. Et donc, je trouve ça super cool. J'avais profité de ça. J'avais attendu que le cancer soit terminé pour aller dans les assos, malheureusement. Mais du coup, j'avais profité justement d'une séance comme ça de maquillage et d'une séance avec une conseillère en images aussi. Mhm. Et en fait, pour moi, c'était un peu une manière justement de me réapproprier mon corps Mhm. et de prendre un peu le pouvoir de qu'est-ce que je fais de cette chose-là. Tout à fait. Et je trouve ça vraiment chouette. Des fois, je trouve même, je vais peut-être un peu fort, mais de ce que je peux voir et de ce qu'elles peuvent me dire, finalement, elles étaient peut-être physiquement, en tout cas, plus fades. Et après, elles sont beaucoup plus dans la lumière. Elles osent se montrer. Et je trouve ça vraiment génial. Ouais. Ah bah, c'est hyper fort, hein. Mais un point qu'on n'a peut-être pas abordé et je pense qu'il serait quand même important, est-ce qu'on t'a prévenu, en tout cas en France, ça fonctionne comme ça, justement dans cette notion de l'après-cancer qui est pas toujours facile. Par exemple, en France, si tu as eu un cancer, les crédits, les assurances, tout ça, c'est compliqué. Un peu comme ce truc marqué au fer rouge, tu vois, ouais, tu t'en es sorti, mais tu vas quand même continuer à galérer dans ta vie, hein. Et c'est con, mais moi, c'est un truc qui me choque de fou. À la fin de ma carrière d'infirmière, pendant que je faisais mes études de coaching,
je travaillais en laboratoire d'analyse médicale pour avoir des horaires adaptés pour pouvoir faire mes études de coaching à côté. Et c'était pas rare que je fasse des prises de sang pour les assurances, en fait. Parce que maintenant, ils demandent des trucs de fou pour des crédits maison, enfin des prises de sang de malade. Et on en avait parlé avec des patients que je suivais aussi pour le cancer. Et ils disaient, purée, moi, tout ça, je n'aurais même pas le droit. Mais quand tu as un cancer à 30 ans et que derrière, tu rencontres quelqu'un, ah oui, bah, le crédit maison, tu l'oublies, chaton, hein, moi, je peux pas. C'est un peu ce truc d'injustice de déjà, t'en as chié avec ton cancer et puis en plus, bah, on va pas t'aider pour la suite. Et je suis désolée de casser un peu l'ambiance, mais je pense que c'est important d'en parler quand même de cette notion de un peu bien sûr qu'on peut s'en sortir, c'est OK et attention, il y a pas que du drama, mais on va pas forcément te faciliter la chasse, la chose. J'ai pas souvenir qu'on m'en ait parlé. Moi, j'ai souvenir de l'avoir. En fait, justement, c'était un peu ma manière d'être, malgré que j'ai, entre guillemets, repris une vie normale, j'ai vachement suivi de personnes sur les réseaux qui étaient là-dedans, des assos, des femmes qui sont passées par là, etc., et qui en ont fait quelque chose, soit au niveau professionnel, soit au niveau associatif. Et c'est comme ça que j'ai appris, donc disons-le clairement, si jamais il y en a qui nous écoutent qui ne sont pas au courant, qu'effectivement, quand tu as eu un cancer, tu n'as plus le droit au crédit bancaire pendant un certain nombre de temps. Les assurances aussi sont... 10 ans, le droit à l'oubli, c'est 10 Alors, ans. alors, ça a changé depuis. Ah, Ouais, à l'époque où je suis sortie, moi, effectivement, c'était 10 ans. Avant ça, c'était 15 ans. Et depuis l'année dernière, en France, c'est passé à 5 ans. OK, cool. Ce qui est beaucoup plus logique parce qu'en fait, la rémission, normalement, c'est 5 ans et au bout de 5 ans, l'équipe médicale te considère comme guéri. Pour la plupart pour la plupart des cancers, il y a des exceptions. Mais par contre, les assurances et les banques ne te considéraient pas guéri avant 10 ans. Et il y a notamment l'association Rose Up, je mettrai ça dans la description, qui s'est battue justement pour que le droit à l'oubli passe à 5 ans. Donc, heureusement, merci à elle, c'est passé à 5 ans depuis l'année dernière en France. Donc, au bout de 5 ans, on a le droit. C'était soit on ne pouvait pas prendre de crédit, soit on payait 2 bras et 2 reins pour avoir voilà, assurance et crédit. Ce qui n'est toujours pas le cas, malheureusement, au Québec. C'est encore compliqué au Québec, mais effectivement, Québec, il n'y a pas de droit à l'oubli? il n'y a pas le droit à l'oubli. OK. Il faudrait que je me renseigne encore davantage, mais en tout cas, il n'y a pas le droit à l'oubli au bout de 5 ans et clairement, c'est encore compliqué. Mais justement, leur phrase à l'époque où elles défendaient ça, c'était un cancer pour souffrir, ça suffit. Mmh. Mais c'est ça. C'est vraiment ça, parce qu'effectivement, et puis celles qui veulent lancer des entreprises derrière ça, c'est compliqué. Julie Desfrangines, elle a dû faire, justement, elle a fait des démarches pour que les gens l'aident à avoir les finances pour mettre en place son entreprise de franges, mais elle ne pouvait pas obtenir de crédit de la part de la banque. Ah ouais. C'est ça, on n'a pas nécessairement conscience de tout ça. Moi, je sais que j'ai Non. galéré avec les assurances, comme je revenais Bah justement à oui. Montréal. Il y a une grosse assurance que je ne nommerai pas, bien que c'est pas l'envie qui manque, qui est voilà, grosse assurance PVT, prenez-la, c'est la meilleure, blablabla. Ils n'ont rien voulu savoir de mon cas, alors que je leur demandais même pas de m'assurer par rapport à mon lymphome. Je leur demandais de m'assurer pour si je me cassais la gueule sur une plaque de verglas comme n'importe qui dans la rue et que je me cassais le genou, quoi. Ça, a priori, cancer ou pas cancer, tu as à peu près le Oui, même c'est ça. risque. Ils n'ont rien voulu savoir. Oh là là. Même les assurances, puis c'est ça, effectivement, les assurances, si tu as eu quelque chose, ils ne te le prennent pas en charge, quoi. C'est débrouille-toi. Ça me fait penser aussi à une patiente qui est française et qui vit donc au Québec et qui était dans la procédure pour recevoir sa carte de résidence. Et étant donné qu'elle a eu un cancer, elle a été refusée. Donc, Parce c'est que vraiment toute sa vie qui est remise totalement en question parce que en fait, elle coûte trop cher c'est ça. pour le pays, quoi. Je trouve ça... Et elle a 30 ans, cette fille. Enfin, c'est horrible, je trouve. Mm. Vraiment. Et je trouve ça... Oui, ne t'excuse pas de casser l'ambiance parce que je trouve ça vraiment important qu'on en parle aussi parce que faudrait vraiment que ça change, quoi. Vraiment. Mais vraiment, c'est ça, c'est chamboulement identitaire, mais c'est chamboulement dans tous tes projets de vie, quoi. Potentiellement, enfin, il y en a, C'est j'ai ça? des témoignages, il y en a qui étaient en achat de maison
qui ont eu leur diagnostic avant que ça se fasse. Foutu, quoi. C'est C'est terrible. les conséquences, et effectivement, quand ça t'arrive à 80 et quelques années, peut-être que tu n'as plus de projet nécessairement de maison. Ceci dit, tu peux encore avoir des projets X ou Y et même des histoires d'assurance vie, etc. Alors, s'il y a un conseil à faire, c'est vraiment ne négligez pas tout ce qui est assurance de manière générale et n'attendez pas d'avoir un problème médical pour vous inquiéter de la question, quoi. Une fois que tu as un problème médical, c'est ça, tu en payes le prix derrière, quoi. Mais effectivement, imaginez avant, c'était 15 ans. Moi, c'est ça, j'ai eu mon diagnostic à 28 ans, donc à 30 ans, non, pardon, à 26 ans, donc à 28 ans. Et à cette époque-là, c'était encore 10 ans. Donc, en fait, 28 ans, je ne pouvais pas prendre de crédit avant 38 ans, quoi. Voilà. Donc, à ceux qui nous écoutent. Non, mais c'est important. Pour moi, c'était important qu'on le pose. Tout à fait. C'est très important et le nombre de fois où j'ai entendu « Ah, bah moi, je connais un tel et aujourd'hui, il va super bien, tout va bien. C'est comme si de rien n'était. » Bah non, en fait. Enfin, moi, je sais que cette phrase-là, aujourd'hui, me touche beaucoup parce que non, en fait, t'en sais rien. T'en sais rien des conséquences qu'il y a aujourd'hui et tu sais pas. Peut-être que justement, il a cheminé suffisamment et qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tout est bien, tout va bien. N'empêche que, pareil, on aurait pu parler du syndrome post-traumatique, quoi. Ça en fait partie aussi. Mais ouais, non, mais Héloïse, tu fais bien d'ajouter ça aussi parce que les conséquences sont multiples. Et puis il y a aussi là une autre patiente là, qui a eu un cancer du sein et qui a 30 ans. Donc, du coup, là, maintenant, elle part pour 5 ans d'hormonothérapie. Donc là, elle ne peut pas avoir d'enfant pendant jusqu'à au moins 35 ans. Donc, il y a ça aussi. Et au-delà de ça, je vais reprendre l'exemple du cancer du sein. C'est une patiente dont je me suis occupée, j'allais dire dernièrement, sur mes derniers moments de carrière infirmière. Elle était en rémission et tout, pas de souci. Mais elle avait une reconstruction mammaire et qui était prise en charge, hein, voilà, mais il y avait la remission, enfin, tout était OK, il n'y avait pas de problème. Mais c'était une reconstruction mammaire parce qu'en fait, depuis qu'elle avait eu ses opérations et tout, elle avait eu des infections et des surinfections, surinfections. Donc la meuf, elle était en rémission, tout allait bien. Mais elle se tapait des pansements et du pu et des machins et des trucs. Le sein qui était magnifique au début, il est devenu dégueulasse. Et donc, du coup, sa seule solution, ça a été de l'enlever parce qu'elle n'en pouvait plus de faire pansement sur pansement. Et donc, avec cette conséquence physique, et elle a dit, ça c'est pareil au niveau du corps, quoi. Selon les cancers qu'on a, il y a des modifications physiques qui ne sont inchangeables. Et elle disait, oui, je suis en rémission, oui, je vais très bien, oui, c'est OK. Oui, maintenant, j'ai plus de pansement parce qu'on m'a enlevé le sein, mais on m'a enlevé le sein. On m'a enlevé une partie de ma féminité. Elle dit, c'est sympa le délire des Amazones, hein, parce qu'elle avait beaucoup d'humour, cette femme. Elle fait, mais bon, quand en plus, t'es pas quelqu'un qui avait quelqu'un au quotidien, donc c'était une célibataire qui profitait de la vie. Elle disait, tu sais, au moment de te déshabiller et où tu dois montrer ça, ben, il y a tout un truc, quoi. Il y a tout un cheminement, il y a tout, comme moi, en dermato, je parle des cancers de peau. J'avais beaucoup de patients qui avaient été greffés. Et donc, du coup, les greffes de peau, c'est pareil, ça sent au toucher, ça se voit selon où tu as greffé. J'ai eu des gens qui avaient des greffes au visage. Et ouais, ils étaient en rémission, tout allait bien. Mais par contre, ils étaient marqués à vie physiquement, visuellement. Mais effectivement, mais du coup, justement, la vie intime, la vie sexuelle, derrière ça, peut avoir aussi des conséquences. Et que tu sois en couple ou célibataire ou que tu deviennes célibataire, ça a aussi des conséquences d'assumer, d'expliquer, ou au contraire ouais, ça fait partie des conséquences possibles. On n'envisage pas nécessairement tout ça, qu'on soit malade, mais l'entourage aussi. Et puis, bah, c'est ça, quand on se retrouve encore une fois en rémission post-traitement, ben, on n'envisage pas tout ça et on le découvre au fur et à mesure. D'où l'impression, encore une fois, de se sentir bien seul, alors que vraiment, vraiment pas, quoi. Du coup, moi, je pense, dis-moi si tu es d'accord, Betty, que pour conclure, on laissera quand même la parole à Swazik. Mais en tout cas, moi, avec tout ce que vous avez dit là aujourd'hui,
ben, c'est pas si cool. Je réalise, en fait, tu vois, les mots que j'ai dit au début, c'était renouveau, renaissance et tout. Et franchement, avec tout ce qu'on vient de se dire, je me dis, putain, quelle galère. Franchement, je suis désolée, mais c'est ça. Et finalement, j'ai l'impression que, ouais, faut du courage pour affronter le cancer, mais j'ai l'impression qu'il en faut encore plus pour vivre l'après-cancer. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Et là, je me positionne vraiment dans ma position de soignante. Je suis plus dans les soins, mais avec ce nouveau regard, vraiment, je pense que je serai d'autant plus prévenante, d'autant plus à l'écoute, d'autant plus à expliquer si je sens qu'il y a une demande des gens. Et vraiment, je suis d'autant plus admirative en fait de ces parcours de vie. Alors comme tu dis, il y avait des signes et que finalement ce cancer ça a été positif, sinon tu serais allé droit dans le mur. Mais en attendant, moi je vous vois vraiment, enfin c'est très sincère, hein, Swazik. Je vous vois vraiment comme des survivants, comme des warriors et j'ai un respect infini pour ça et je me sens toute petite moi finalement en tant que soignante. Ouais, je vous ai accompagné, oui, je vous ai aidé, mais le parcours, c'est vous qui le faites. Nous, on n'est que des outils dans votre parcours et je suis vraiment admirative de tout ça, en fait. Eh ben, merci. Moi, ça me conforte dans l'intérêt de parler de cette période de la vie aussi et d'en faire quelque chose, en fait. Merci pour ça. T'en penses quoi, Moi, Birk? j'ai quand même envie de rester sur le renouveau parce Mhm. que oui, il y a des galères, c'est clair. Et je veux dire, je ne l'ai pas vécu, donc je sais pas si je peux même être légitime de dire. Mais je vais le dire quand même, moi je trouve que c'est quand même un renouveau parce que de toute façon, la vie est une galère de base. Enfin, je veux dire, c'est des hauts et des bas de peu importe ce qui maladie ou pas maladie. Et moi j'ai envie de rester quand même positive. Alors c'est peut-être mon côté un peu candide, bisounours, mais je pense que malgré les galères, il peut en ressortir de très très belles choses. Donc je reste sur mon renouveau. Et t'as bien raison. Moi, je valide évidemment complètement en tout cas, je trouve que tu l'as bien dit au début, Héloïse, c'est ce possible de renouveau, en fait. Parce que justement, encore une fois, ça reste une question de choix. Et j'ajouterais que justement, ce possible de renouveau passe nécessairement par des périodes de galère et des périodes de deuil. Et s'il y a un truc, et je l'ai appris à mes dépens, mais s'il y a un truc que je devrais dire, c'est prenez le temps de faire ce deuil. Oui, ça fait mal. Oui, c'est désagréable, mais c'est un gain de temps et c'est indispensable pour la suite. Et ça peut faire extrêmement peur. Je sais qu'il y en a qui ont très peur de ce qu'ils appellent la déprime post-cancer. Moi, j'appelle pas ça comme ça, justement. J'appelle ça le deuil post-cancer et je trouve que c'est vraiment différent. Parce que pour moi, le deuil, justement, c'est positif et ça aide pour la suite, en fait. Mais justement, il y a aucune, de toute façon, il n'y a aucun parcours de vie où tu sors de là épanouie et sereine sans galère, quoi. Enfin, personne n'a vécu un apprentissage linéaire en allant toujours vers le haut, quoi. Non, il y a des hauts et des bas et ça fait partie du parcours. Et au final, justement, le renouveau est au bout de ce parcours-là, quoi. Est-ce que ça conclut? Belle conclusion. J'aurais encore un million à peu près de choses à dire. Donc, si jamais les personnes qui nous écoutent ont envie qu'on aborde, parce qu'on pourra faire d'autres épisodes sur des sujets plus précis, je pense justement à la reprise du travail, si jamais ça vous intéresse, les filles. Mais si les gens qui nous écoutent, voilà, Ouais, se puis disent on pourrait peut-être creuser aussi sur les autres après cancer. Enfin, après, c'est peut-être pas de l'après-cancer, mais qu'on parlait un peu les cancers qui deviennent un peu chroniques. Je pense qu'on pourrait peut-être en parler aussi de. carrément, carrément. Et c'est ça, effectivement, s'il y a des sujets où vous dites elles n'ont pas abordé ça et ça me paraît évident, n'hésitez pas à nous écrire pour ça. Voilà, si vous avez des idées de sujets pour nous, on les prend. Voilà. Je voulais quand même aussi, justement, quand on parlait tout à l'heure de post-cancer qui peuvent prendre du temps et qui peuvent être un peu longs, j'ai une référence pour ça, c'est Alice Baguet. J'espère que je le dis bien. Je vais l'écrire dans tous les cas, qui a fait 2 BD, L'année du crabe, et évidemment le nom. Et quand je vous dis que la mémoire, 6 ans après, c'est pas encore ça.
c'est terrible. Après l'année du crabe, je crois, tout simplement. En tout cas, dans tous les cas, je les mettrai en description. Et elle a fait 2 BD vraiment. Elles m'ont beaucoup, justement, moi, déculpabilisée. Elles m'ont fait beaucoup de bien. Ils m'ont fait comprendre beaucoup de choses parce que elle dit qu'elle a mis 10 ans, en fait, à se détacher de son crabe. Et que justement, elle évoque justement, vraiment, en plus, ses illustrations sont magnifiques. Elle évoque vraiment cette idée que le crabe faisait partie d'elle et que, ben, du coup, une fois que les traitements étaient terminés, il fallait vraiment qu'elle fasse le deuil aussi de ce crabe-là, en fait. Donc voilà, je vous conseille fortement. J'aurai évidemment plein d'autres ressources, mais je vais rester que sur celle-là, voilà, qui peut vraiment aider à comprendre plein de choses avec des illustrations en plus magnifiques. Donc, on se retrouve le mois prochain pour parler pandémie et cancer, et je vous propose qu'on lève nos verres À la À santé la du santé du cancer. cancer.